Donc le cahier des charges pour ce matin, la demande, c'était un état des lieux, c'est ce qui est marqué dessus, une histoire du web, de la bibliothèque du web 2.0, du web 3.0, le tout en moins d'une heure, donc c'est un petit peu compliqué de faire l'histoire du web en moins d'une heure. Donc je suis parti sur cette idée d'état des lieux pour essayer de retenir un certain nombre de faits qui me paraissent être des faits marquants et importants, et puis avec mon camarade Laurent ici présent, on s'est un petit peu réparti les rôles. On va vous la faire un peu Starsky et Hutch, c'est-à-dire good cop, bad cop, donc moi je vais vous expliquer pourquoi Internet est un dangereux repère de pédophiles et nazis, pourquoi il faut surtout pas y aller, et puis Laurent essaiera de vous montrer après le côté positif de la chose. Voilà. Alors l'histoire d'Internet, ça peut démarrer assez loin. C'est l'histoire d'une utopie qui va devenir concrète. Sans remonter jusqu'à la bibliothèque d'Alexandrie, on peut démarrer dans les années 1910 où deux Belges, un bibliothécaire et un politicien, Othilde Lafontaine, inventent le Mundaneum à Bruxelles, qui est ce lieu dans lequel, sur la base d'un système de classification documentaire qu'ils ont inventé, la classification décimale universelle, ils envisagent de stocker, de collecter et de rendre accessible l'ensemble des connaissances disponibles sur la planète. En 1937, un écrivain de science-fiction bien connu, Wells, écrit un article qui s'appelle World Brain, et où il évoque comme quelque chose de possible, de probable et de nécessaire l'idée d'une encyclopédie universelle dont la particularité serait qu'elle serait écrite par chacun d'entre nous et que tout le monde aurait la possibilité d'y contribuer. Quelques années plus tard, en 2001, naîtra un outil que vous connaissez bien qui s'appelle Wikipédia et qui reprend exactement les principes énoncés par Wells. Autre date importante, autre repère clé dans cette rapide histoire des utopies d'Internet, c'est 1971, où là encore un bibliothécaire, Michael Hart, va créer un projet qui s'appellera le projet Gutenberg et va créer le premier livre numérique. 1971, Google n'existe pas, Internet à peine, on est encore plutôt sur la suite d'un réseau qui s'appelle ARPANET. Et le premier livre numérique donc, est créé par ce monsieur qui tout simplement prend son clavier, recopie à la main des textes qui sont recopie sur support informatique des textes qui sont des classiques et envoie ça sur les réseaux de communication de l'époque. Voilà, 90, c'est là que tout commence officiellement. C'est Tim Berners-Lee au CERN qui écrit un programme qui s'appelle le World Wide Web, qui est un programme qui va donner naissance au web tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec un navigateur, avec des textes, avec des images, avec des protocoles de communication. Et puis voilà, dernier repère, dernier jalon, c'est 2004, fin 2004, début 2005, c'est le lancement d'un site qui va occuper une importance assez particulière pour différentes raisons, notamment évidemment pour les professionnels du livre et de la lecture, mais qui est le lancement du projet Google Books, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc voilà pour ces quelques utopies concrètes. Alors pour que tout ça marche et pour que l'histoire d'Internet démarre réellement, il faut quand même un certain nombre, des utopies c'est bien, mais il faut un certain nombre de paramètres et de critères techniques. Et il y a au moins 7 conditions nécessaires pour qu'Internet puisse exister tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut que ce soit un réseau, pas un réseau tout seul, mais des réseaux reliés entre eux. Il faut que ce soit un réseau non propriétaire qui n'appartienne à personne, qui n'ait pas de droit d'accès. Il faut qu'il n'y ait pas de filtrage éditorial, c'est le principe si souvent décrié du chacun peut publier ou écrire ce qu'il veut, mais qui est quand même aussi au départ le principe de la démocratie. Il faut des contenus qui sont indépendants des tuyaux. Alors ça c'est un argument essentiel qui est au cœur de débat sur ce qu'on appelle la neutralité du net. Et aujourd'hui, ce point-là, le fait que les contenus soient indépendants des tuyaux qui servent à les faire circuler, est un point qui pose énormément de problèmes. Il y a eu dans l'actualité récente l'histoire de Free qui voulait bloquer les publicités. On verra tout à l'heure que Google déploie également son propre Internet. Mais au départ, voilà, l'idée c'est ça, c'est que les contenus ne dépendent pas des tuyaux. Il faut ensuite des adresses universelles. Chacun peut avoir sa page avec son adresse, de la manière que chacun dans le monde tel que le monde non virtuel peut disposer d'une adresse physique. Il faut un langage commun pour se comprendre, ça c'est le langage HTML. Et puis il faut que tous les parcours soient possibles avec un simple navigateur, c'est-à-dire un outil très léger qui marche sur tous les ordinateurs indépendamment de leur configuration et qui laisse à l'utilisateur la possibilité d'aller là où il veut. Et on verra qu'aujourd'hui, les parcours possibles sur le net, sur le web, sont de plus en plus contraints, de plus en plus orientés, de plus en plus dirigés pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Voilà, puis il manque encore un truc pour que tout ça fonctionne. Il faut la petite étincelle, la petite flamme, il faut la petite dose de gauchisme anarcho-autonome pour que les choses se mettent en marche. Et il faut, allez-y, rentrez, bonjour. Il faut qu'en 1996, un monsieur qui s'appelle John Perry Barlow rédige ce qui sera un document qui va beaucoup compter dans la culture et dans l'imaginaire d'Internet et qui est la déclaration d'indépendance du cyberespace. Je vous en ai juste un petit extrait qui est marqué sur la diapo. Nous sommes en train de créer un monde où chacun où qu'il soit peut exprimer ses convictions, aussi singulières qu'elles puissent être, sans craindre d'être réduit au silence ou contraint de se conformer à une norme. Vos notions de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement et de circonstances ne s'appliquent pas à nous. Elles sont fondées sur la matière. Il n'y a pas de matière ici dans le cyberespace. Ça c'est 1996. Aujourd'hui, en 2013. Plus rien de ce qui est inscrit dans cette déclaration d'indépendance du cyberespace n'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est d'abord un monde physique, une industrie lourde avec des serveurs qui consomment d'immenses quantités d'électricité, avec des multinationales qui réglementent nos identités, nos manières de nous exprimer, ce qu'il est possible de dire ou de ne pas dire. Donc il y a comme ça un affrontement qui est très fort entre cette utopie première du web, qui est toujours présente dans l'imaginaire de l'internaute lambda, et puis la réalité d'un outil qui est très loin de cette utopie originelle. Voilà ce que j'ai symbolisé.